Tu me dis, hein? C'est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Vincent Giraud et au nom de la loge IRAM, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence publique sur le thème de la bioéthique et identité intitulée « Sommes-nous encore propriétaires de notre corps et de notre individualité ?» En première partie de cet après-midi, le professeur Régis van der Merch présentera notre sujet en s'interrogeant sur biométrie, transplantation, IRM fonctionnelle, procréation assistée, fin de vie. Que nous reste-t-il de notre identité devant les avancées des techniques médicalisées mises au service de tous? Le risque d'eugénisme est-il réel? Un débat où les valeurs humanistes peuvent heurter notre souhait de bien-être. Dans une seconde partie, la parole vous sera donnée. Juste un petit point technique, je m'arrête tout de suite. Vous avez certainement vu qu'il y a une caméra. Ne vous inquiétez pas, votre image ne sera pas prise à votre insu. La caméra sera fixée sur moi-même et sur Régis. Il me revient maintenant l'honneur de présenter notre conférencier. Après avoir suivi des études pluridisciplinaires en géologie, physiologie, informatique, puis après avoir enseigné au Maroc, en France, dans l'enseignement secondaire et supérieur, le professeur van der Merch dispensa des cours en biologie cellulaire, génétique et en immunologie au sein du département des sciences de l'Université de Lille. Régis van der Merch est membre de la Commission nationale de santé publique et bioéthique du Grand Orient de France, dont il fut président. Depuis de nombreuses années, Régis parcourt le globe pour faire part de son expérience et de ses recherches sur la bioéthique. Nous avons la chance de l'avoir parmi nous aujourd'hui, alors sans plus attendre, je lui passe la parole. Régis, mon frère, c'est à toi. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Donc effectivement, si on essaie de balayer tous les sujets qui ont été prévus, ça risque peut-être de nous amener peut-être à 24 heures de discussion. Donc on va essayer plutôt d'ouvrir des pistes. Et donc si le titre aujourd'hui c'est bioéthique et identité, c'est peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un sujet sur lequel on ne réfléchit pas peut-être le matin en se levant, en se prenant la brosse à dents, mais c'est un sujet sur lequel eh bien, nous n'allons pas échapper, chacun et chacune, à un moment ou à un autre de notre vie, parce que l'individu aujourd'hui, parmi 7 milliards sur la Terre, eh bien, cet individu commence à perdre son individualité, alors qu'on pouvait penser que jusqu'au XXe siècle, eh c'était la promotion de cette individualité qui permettait à toute personne d'être elle-même au sein d'un groupe, et c'est un peu ce que les francs-maçons essaient de mettre en valeur, c'est de dire l'humanité existe dans sa diversité, mais chaque individu a sa propre spécificité. Donc, que reste-t-il aujourd'hui de tout cela? Alors, parmi tous les sujets, effectivement, donc, qui ont été proposés, c'est vrai qu'on n'échappera pas à essayer de se dire, finalement, qui sommes-nous et comment sommes-nous perçus? Donc, biométriquement parlant, je dirais, au niveau de la biométrie, c'est comment nous sommes reconnus comme individus différents d'un autre, ici, ou d'individus qui peuvent avoir des points communs avec d'autres, ici. Donc, cette biométrie, c'est l'individualité qui doit être reconnue par les autres, plus que par nous. Est-ce que le corps qui porte l'individu, le corps, donc nous appartient? Est-ce que c'est véritablement nous-mêmes qui pouvons gérer notre vie? On va voir qu'il y a des limites ici. Et puis, après, est-ce que si ce corps nous appartient, est-ce que nous pouvons en disposer et en faire ce que nous voulons? Avons-nous la liberté de pouvoir effectuer tout ce que notre imaginaire peut lui faire faire? Nous parlerons bien sûr des transplantations, et puis peut-être pas de l'aspect technique, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais en tous les cas de toutes les conséquences sur la reconnaissance de soi, ici. Et puis j'essaierai de prendre quelques exemples de temps en temps sur au-delà de l'individu et du corps, eh bien, il y a une personnalité qui est là derrière, il y a une identité, et chacun, eh bien, nous avons notre propre spécificité. On va voir que le comportement est parfois mis à mal ici. Enfin, nous verrons aussi en fonction un petit peu du temps, puis de vos questions, bien entendu.
Donc surtout, n'hésitez pas ensuite à aller un peu plus loin dans telle ou telle direction que j'aurais volontairement censurée, bien entendu ici. Donc on va naviguer finalement entre individu, identité et corps ici. Parce que finalement l'individu, il est biométriquement déterminé ici. Alors comment on peut reconnaître quelqu'un d'abord? Comment on peut l'identifier? Alors évidemment, nous connaissons tous notre carte d'identité, le passeport, qui d'ailleurs depuis quelques années est devenu un passeport biométrique ici. Et donc on a ajouté, par rapport aux caractéristiques qui étaient précédemment prises, avant on prenait donc la taille, la couleur des yeux, entre nous la taille, donc c'est vrai que ça grandit pour un enfant, et puis ça peut redevenir un petit peu plus petit avec l'âge, et c'est tout à fait normal, donc c'était une donnée qui n'était pas constante. Seulement il faut que toutes les données, pour être mondialement reconnaissables, et on pense à tout ce qui est la sauvegarde, à tout ce qui est, par exemple, les systèmes de sécurité, il faut que ces données soient identifiables partout au monde. Donc il y a des techniques qui sont fondées sur l'analyse morphologique, les empreintes digitales par exemple, la forme de la main, le trait du visage, l'iris lui-même aussi, donc, qui est une caractéristique, une particularité. Chacun d'entre nous, nous avons un iris qui est différent ici. Alors ces éléments sont stables, sauf accident, bien entendu, pendant toute la vie. Alors il y a des techniques aussi qui permettent de reconnaître biologiquement. Donc bien sûr on connaît l'ADN, on a tous vu ça dans les films et les séries américaines ici, mais ça peut être aussi bien sûr des caractéristiques sanguines, la salive, donc tous les paramètres biochimiques qui font que nous ne sommes pas identiques à l'autre. Le problème c'est que, à part l'ADN, tous les autres paramètres sont susceptibles là aussi de varier en fonction de l'état de santé. Alors il y a des techniques également fondées sur le comportement. La dynamique du tracé, par exemple, c'est le tracé d'une signature. On avait la signature, mais sachez qu'aujourd'hui, on est capable pratiquement de reconnaître sur Internet si c'est vous-même qui tapez sur votre propre ordinateur ou si c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire. Alors effectivement, ça n'est pas basé sur un élément matériel, mais c'est basé sur un rythme de frappe, c'est basé sur une manière de passer d'un mot à l'autre, sur une manière d'aller chercher telle ou telle lettre. Comportementalement, nous sommes identifiables donc par le simple jeu de... Et donc de plus en plus des logiciels peuvent aller dire, voilà, c'est l'ordinateur de monsieur machin ou de madame telle ici, mais ce n'est pas lui qui est dessus, ici en ce moment. Donc on peut aller donc extrêmement loin aujourd'hui. Alors, quelle est l'utilisation de ces données biométriques? Bon, la principale, bien sûr, c'est l'authentification de votre propre personne. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous pensez que ça ne pose pas de problème, encore que au niveau de la liberté individuelle, ça peut être très gênant de savoir que vous pouvez être suivi et au-delà même de votre propre petit confinement, donc, qui est votre chez vous, eh bien on peut bien entendu aller savoir ce que vous faites. Je ne parle pas de la carte bancaire, je ne parle pas bien sûr de tout ça, qui vous fait reconnaître en tous les cas au niveau comportemental ici. Là aussi, on a des particularités. Alors bien sûr pour les locaux sécurisés. Alors pour les locaux sécurisés, la biométrie est de plus en plus mise en place. Vous savez que maintenant on va bientôt quitter le système des clés. Les clés étaient matérielles, c'est elles qui permettaient d'ouvrir une porte. Donc je dirais que la technique était au service de l'individu pour rentrer dans tel ou tel lieu sécurisé. Et dans les lieux maintenant les plus sécurisés, ce n'est plus une clé, ce n'est plus une carte magnétique, mais c'est carrément l'empreinte du pouce, c'est carrément l'ADN, donc ici, ou en tous les cas, les caractéristiques biologiques qui vont servir de clé. Et là, on a inversé le mécanisme. C'est là où on peut se dire, maintenant, c'est l'homme qui est devenu la machine. Et c'est l'homme qui est devenu la technique pour pouvoir rentrer ici. Alors vous voyez donc que ça peut ouvrir à un ensemble de craintes, hein, bien entendu, puisque lorsque vous passerez sur une porte, eh bien, on pourra savoir donc, si effectivement vous êtes allé à tel ou tel endroit. Bientôt, je dis parfois, on ne pourra plus aller aux toilettes sans que la moitié de la planète le sache. Mais c'est un petit peu exagéré, mais on en est quand pas loin. Alors au niveau éthique, c'est sûr que les technologies vont nous faire redécouvrir
que nous sommes un élément parmi 7 milliards. Donc, et cet élément, il a le droit d'être reconnu et puis de faire ce qu'il veut, en tous les cas. L'identité des voyageurs dans l'espace Schengen, ici, est basée sur ces contrôles. Alors je pense par exemple à cette technique de reconnaissance et de regroupement familial, ici, qui sont basées sur des techniques identitaires. C'est-à-dire, une personne vient pendant 4 ans, 5 ans travailler dans un pays et elle propose de faire venir à elle, sa famille, ici. Si c'est basé sur l'ADN, on va dire, oui, effectivement, on peut prouver que, sauf que, comme bien entendu à chaque fois, ce serait méconnaître l'adoption, d'abord, et ce serait méconnaître aussi les cultures. Ou dans certains pays, ou même dans certains continents, comme en Afrique, la notion de famille n'est pas liée à l'héréditaire. Ça n'est pas lié à la caractéristique identitaire, ici. De plus en plus, les familles reconstituées nous montrent bien que celui qu'on appelle papa ou qu'on appelle maman, aujourd'hui, n'est pas obligatoirement le géniteur. On a séparé ce qui était le caractère héréditaire de la transmission. Ça a toujours été cette caractéristique dans le monde de la vie, depuis 1 milliard d'années, ici. Mais donc aujourd'hui, on n'a plus... On ne doit pas méconnaître que certaines familles se reconstituent, et lorsqu'une famille, eh bien, je pense au Cameroun, je pense dans certains pays au Sénégal, ou lorsque un enfant est pris en charge par un autre membre de la famille, génétiquement, bien entendu, on ne peut pas le reconnaître, mais identitairement, donc il appellera papa la personne qui l'élève, et aujourd'hui de plus en plus. Donc vous voyez que ces techniques d'identification ne vont pas résoudre, mais elles vont plutôt créer de nouveaux problèmes, ici, lorsque on voudra être un petit peu plus exigeant, parce que la vie, finalement, elle n'est pas aussi exigeante que ça. Alors il y a tout un, je ne vais pas vous le lire ici, mais il y a tout un code qui est mis en place. Alors il y a quand même des avantages, parce que je ne veux pas être tout le temps négatif, hein, bien sûr. C'est au niveau du soin. Au niveau du soin, le fait de pouvoir vous reconnaître de manière effective, de manière juste et précise, eh bien, ça a ouvert l'idée d'un dossier médical personnalisé, donc qui tend à se répandre, mais qui tarde à se répandre, et qui permettrait effectivement, en cas d'accident, eh bien, de pouvoir dire, grâce à l'identification, à l'authentification de la personne, je saurai tout de suite quels sont les médicaments auxquels, eh bien, donc, qui posent problème par rapport à sa morphologie, par rapport à son métabolisme. Je connais également donc s'il a été soumis à telle ou telle activité, etc. Donc on peut savoir directement. Mais si cette authentification est facile, ça veut dire qu'elle doit être simple et donc elle sera réservée à la moitié de la population. Parce que la moitié de la population y aura accès. On peut imaginer que tous les médecins, tous les infirmiers devraient pouvoir y avoir accès. Et si, dans la foulée, les assureurs, les employeurs y ont accès, bien entendu, on va pouvoir lire si vous avez été soumis à un cancer, par exemple, il y a 3 ans, si vous avez un risque de maladie cardiovasculaire pour telle ou telle activité, et donc on pourrait vous refuser un travail par cette simple lecture d'un élément, d'une compilation qui vient votre santé, et qui partait d'un bon sentiment. Et c'est au départ. Vous voyez, donc il y a des dérives, et des dérives qui sont quand même suffisamment importantes pour pouvoir être soulevées. Alors, après, au-delà de l'utilisation, il y a je pense, l'immense difficulté, c'est de dire, maintenant, on en fait quoi? Est-ce que j'ai le droit de dire, non, je ne vais pas mettre mes données? Alors, effectivement, dans certains pays, la notion de liberté fait dire qu'on a toujours le droit d'aller vérifier les informations qui sont dedans. Mais personne ne sera capable de vous conseiller pour dire il faut faire ceci ou il faut enlever cela. Alors votre corps, finalement, est-ce qu'il vous appartient? Est-ce que vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez? Et les données qui font votre corps vous appartiennent. On s'en rend compte surtout quand on est malade. Parce que lorsqu'on est malade, on arrive à l'hôpital, et puis là commence un processus où on se sent dessaisi. On est pris en charge par des équipes, on est pris en charge par du personnel, qui est donc en blouse blanche, en blouse bleue, selon les films qui sont américains ou qui sont français. Et donc, c'est pris en charge. Et à ce moment-là, on se dit, mais ils vont décider à ma place.
Alors des comités de défense de malades se mettent en place, mais on commence à se dire, oh, quelqu'un va venir m'ausculter, il va venir chercher des informations chez moi, et il va juger ou estimer ce qui sera bon pour moi. Déjà, on se sent un petit peu dessaisi. Et beaucoup d'entre nous, dans un séjour à l'hôpital, j'espère que vous n'en avez pas eu beaucoup, mais quand on en a, on se dit, qu'est-ce qu'ils prévoient pour moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? À quelle sauce je vais être mangé ici? À quelle sauce je vais être? Alors, il y a une notion qui apparaît de plus en plus dans les pays européens, c'est la notion de consentement éclairé. C'est-à-dire le fait qu'on passe contrat maintenant entre le médecin et le malade. Et le consentement éclairé fait que eh bien, le malade demande et a droit à un certain nombre d'informations. On a tous souvenir de ce monde médical qui avait cette puissance, qui avait pratiquement le droit de vie et de mort, pratiquement, puisque c'était lui qui décidait. Aujourd'hui, bien sûr, ça a avancé. Les comités d'éthique se sont installés dans beaucoup d'hôpitaux, on ne peut que s'en réjouir. Mais c'est vrai que ce terme de bioéthique et d'éthique, il y a 20 ans, c'était encore des termes qu'on n'entendait pas. Donc c'est allé relativement vite. Aujourd'hui, donc la notion de consentement est claire. Moi, j'ai la liberté de mon corps. Moi, j'ai envie d'en faire ce que je veux, effectivement. Je n'ai plus envie d'entendre un long monologue d'un médecin là, qui me raconte qu'il va faire ceci, avec des mots qui sont visiblement des barrages entre lui qui sait et moi qui subis, et moi qui souffre. Parce que mon corps souffre. Mon corps, parfois, je l'aime. J'ai envie de le faire jouir, j'ai envie de le faire bouger, c'est mon corps. J'ai envie de pouvoir conserver cette liberté et de dire à un moment, eh bien non, moi je n'ai plus envie qu'on s'acharne sur moi. Alors le débat sur la fin de vie, bien sûr, va directement dans la coulée de ceci. Si nous sommes effectivement donc très confiants dans le milieu médical, il y a des cas où effectivement on se retrouve devant une impossibilité de ce monde des médecins qui ne permet pas de sauver la personne. Alors, on ne parle pas souvent de la mort. La mort fait partie de la vie. Pourtant, elle fait partie de cet aboutissement. Ici, on n'a pas choisi notre date de naissance, et quelque part, je dis, on ne choisit pas sa mort, mais on aimerait qu'elle soit quand même le plus loin possible. Donc, quelque part, on a envie de. Et donc, au moment de passer les dernières journées, les dernières semaines, lorsque les soins palliatifs, par exemple, sont mis en place, ici, qui va décider de cette fin? Alors là, encore une fois, on se sent dessaisi de notre propre corps, parce que on va faire place à une personne qui a donc un monde de relations, une personne qui a une famille, qui a des amis, et on sait consciemment que ceci va s'arrêter. Alors qu'on reste en réalité dans l'esprit, dans l'âme, dans la mémoire, et l'individu ne disparaît pas avec le corps. On parle parfois de quelqu'un, on dit celui-ci, eh bien, il m'a marqué et il continue à me marquer ici. Mais quelle image veut-on en donner lorsqu'on arrive en fin de vie? Et donc, lorsqu'on arrive en fin de vie, on n'a pas envie de se donner une image dégradée. Certains s'accrochent, c'est leur droit. Bien entendu, on veut voir de nouveau le soleil se lever le matin. Et ces personnes-là, peut-être elles en profitent davantage encore que nous de le voir se lever le matin. Mais on a envie peut-être d'aller plus loin. Et donc, qui va décider que